Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sacha Yaropolskaya, je suis une des fondatrices de XY, qui est un média fondé par des femmes trans et animé par des personnes trans. On est un média militant. Et donc, tout de suite, je sais ce que vous pensez tous. Vous pensez tous que moi, je suis là pour remplir un quota. Bien sûr. La seule raison pour laquelle je suis sur la scène, c'est parce que je suis russe. Alors oui, c'est vrai, nous les Russes. Alors oui, c'est vrai. Nous, les Russes, nous nous opposons de plus en plus fort dans la politique européenne ces dernières années. Surtout moi. Ça fait 4 ans que je suis en France en exil politique et la raison pour laquelle j'ai quitté mon pays, c'était l'impossibilité pour moi en tant que femme trans de changer mon état civil. Ce qui voudrait dire que même en ayant l'apparence d'une femme, jusqu'à la fin de ma vie, à chaque fois que je serai confrontée à la police, aux médecins, aux employeurs, ils sauraient que je suis trans et souvent ma vie dépendrait de leur bienveillance. Dans un des pays les plus homophobes et transphobes du monde, je ne recommande à personne de se retrouver dans une telle situation. Autre raison pour mon départ, je viens d'une région qui s'appelle le Caucase du Nord. Une région où pendant plusieurs années, il y avait eu des vagues de meurtres de personnes LGBT, notamment en Tchétchénie, visant des hommes gays, des lesbiennes, mais aussi des personnes trans. Je suis arrivé en France avec la croyance naïve que tout serait différent, que je pourrais juste vivre tranquillement et laisser la politique derrière moi. La France, c'est la terre d'asile, n'est-ce pas? La France, c'est le pays des droits de l'homme, n'est-ce pas? Liberté, fraternité, laïcité, n'est-ce pas? Mais la réalité était cruellement différente. Les femmes trans, elles sont enfermées dans les prisons pour des hommes. Ça se passe où? En Russie, mais aussi en France. Les médecins sont punis par les autorités pour avoir aidé des personnes trans. Ça se passe où? En Russie, mais aussi en France. Des migrants sont incarcérés par l'État dans des conditions terrifiantes avant d'être expulsés dans le pays qu'ils ont fui. Ça se passe où? En Russie, mais aussi en France. Les meurtres de femmes trans arrivent dans l'ignorance totale et l'indifférence totale. Ça se passe où? En Russie, mais aussi en France. Pour ceux qui entendent pour la première fois les mots transidentité et qui sont un peu perdus sur pourquoi les gens transitionnent, permettez-moi de vous rassurer, je ne sais rien non plus. Je peux parler que pour moi. Pour ma part, j'adore vivre dangereusement. C'est comme ça. Du coup, voilà. Mais ce que vous avez besoin d'absolument savoir, c'est que les personnes trans qui défient le genre qui leur a été assigné à la naissance font face aux violences et aux discriminations intenses depuis très longtemps. Depuis trop longtemps. Cette violence systémique a fait en sorte que, par exemple, jusqu'en 2017, l'État français obligeait des personnes trans à se faire stériliser pour changer leur état civil. Cette violence fait en sorte que les membres de notre communauté, surtout les femmes trans, ont été privés d'accès à la plupart des secteurs de travail. On nous refuse de logement parce qu'on est trans, on nous harcèle jusqu'à ce qu'on abandonne nos études. Et le pire est réservé aux femmes trans migrantes. Dans un État qui ne fournit pas de cours de langue, sauf si vous avez obtenu le statut de réfugié, ces femmes sans papier ne peuvent souvent pas faire autre chose que de se prostituer. Elles sont des milliers, grandies dans la pauvreté de leur pays d'origine, elles restent à la marge en France. En se prostituant, et conséquence de la loi du 13 avril 2016, dans les conditions dangereuses, dans la rue, dans le bois, en s'exposant d'autant plus aux violences des hommes. En 2018, seulement quelques mois après mon arrivée en France, j'ai marché avec l'association Accepteste au bois de Boulogne pour réclamer justice pour Vanessa Campos, une femme trans péruvienne, travailleuse du sexe, brutalement tuée par un groupe d'hommes au bois de Boulogne. C'était un coup de réveil assez brutal, mais malheureusement ce n'était pas le dernier. En février 2020, on a marché pour Jessica Sarmiento, migrante trans péruvienne, également travailleuse du sexe, volontairement fauchée par une voiture au bois de Boulogne. En mai 2020, on est descendu dans la rue pour Mathilde et Laura, 2 jeunes femmes trans françaises qui se sont suicidées l'une après l'autre. Laura était l'amie de Mathilde. En octobre 2020, on s'est réunis pour Duna, une femme trans étudiante qui s'est suicidée après avoir été menacée d'expulsion par le Crous, suite à sa tentative de suicide précédente. En décembre 2020, on a manifesté pour Fouad, une lycéenne trans aussi connue sous les noms Luna ou Avril, qui s'est suicidée
peu de temps après avoir été réprimandé par le personnel du lycée pour le fait de porter une tenue féminine. Et il y a seulement quelques semaines, on a marché pour Ivana, une femme transmigrante assassinée, et pour Sacha, une femme trans française qui se suicidait. Ça ne cesse pas, ça arrive tout le temps. La routine de ces morts, elle met en évidence le caractère systémique de notre oppression. Des femmes transmigrantes sont assassinées, des jeunes femmes trans françaises sont poussées au suicide par le désespoir qu'elles éprouvent dans une société, oui, qui est transphobe et transmisogyne, mais qui surtout est capitaliste. Car ce qui réunit les personnes trans et les femmes trans en tant que classe, c'est notre extrême précarité. Dans un monde capitaliste où la survie dépend directement de nos revenus, cette précarité, elle nous tue. Les choses, très franchement, vont mal en France. Et écoutez, quand une Russe vous dit que les choses vont mal politiquement, c'est que les choses vont vraiment, vraiment très mal. Mes standards ne sont pas très élevés. Vous avez vu l'état dans lequel est mon pays? Mais qu'est-ce que je vois ici en France? Je vois l'extrême droite qui a complètement monopolisé le discours politique, qui a la cour libre dans tous les médias nationaux qui sont possédés par des milliardaires. Je vois des hommes accusés de viol et anciennement proches avec l'extrême droite à la tête du ministère de l'Intérieur. Je vois un pyromane fasciste, Éric Zemmour, comparer des chirurgies effectuées sur des personnes trans avec des expérimentations de Dr Mengele dans les camps de considération. Je vois un pyromane fasciste, Éric Zemmour, et ses confrères d'extrême droite s'aimer une haine raciale et religieuse quotidiennement sur toutes les chaînes. Et après, je vois le président de la République, celui qui était censé incarner le fameux barrage républicain Emmanuel Macron, l'appeler pour avoir ses notes sur l'immigration. Le même Emmanuel Macron qui parle régulièrement aux médias d'extrême droite. Par exemple, on a une interview aux Valeurs Actuelles. Emmanuel Macron, dont les émissaires comme Gabriel Attal interviennent eux aussi dans les Valeurs Actuelles, dans le même numéro de ce torchon d'extrême droite qui parle du danger du délire transgenre. Est-ce que vous voyez le triangle rose sur mon t-shirt? Ce triangle rose, c'est celui qui a été mis sur les uniformes des prisonniers homosexuels et trans dans les camps de concentration fascistes pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, bien sûr, l'héritage militant LGBT, il est profondément antifasciste. Dans les années 80, aux États-Unis, un groupe militant ACT UP New York reprend ce même triangle rose dans sa lutte contre le gouvernement néolibéral de Ronald Reagan et contre les compagnies pharmaceutiques qui ne bougeaient pas leur cul pour développer des médicaments contre le VIH et le sida. Parce que c'était des maladies qu'ils pensaient qu'elles touchaient des PD, des traves et des noirs précaires. Alors on s'en foutait absolument. Donc oui, évidemment, l'héritage militant LGBT, il est profondément contre le capitalisme et contre les gouvernements néolibéraux qui veulent nous voir morts. Et ici, en France, à Paris, dans les années 80, quand les militants homosexuels commençaient à se renseigner sur l'épidémie VIH-Sida qui allait faucher leur génération, vous savez ce qui leur arrivait quand ils allaient dans la rue, tout simplement. Ils étaient tabassés par la brigade des parcs et jardins de Paris, créée par le maire de Paris à l'époque, Jacques Chirac, qui allait ensuite devenir président de la République. Donc évidemment, l'héritage militant LGBT est profondément contre la police. Nous, les personnes trans, les personnes LGBT, notre hobby, ce n'est pas de nous chercher des ennemis politiques. C'est qu'on s'oppose tout simplement à toutes celles et ceux qui veulent nous voir morts. Moi, je n'ai pas peur de dire, par exemple, que la police tue. Je n'ai pas non plus peur de dire que les capitalistes, ils tuent. Je n'ai pas peur de dire que les fascistes à qui on donne la cour libre dans tous les médias nationaux, ils tuent aussi. Leurs discours et leurs actions tuent.
Et à ceux qui crieraient au scandale quand on affirme ces simples vérités, je n'ai qu'une chose à dire. Là d'où je viens, le Caucase du Nord, on m'a élevé en m'apprenant deux choses. Respecter les traditions et respecter mes aînés. Et en disant ce que je dis, je ne fais que cela. Je respecte cette tradition militante LGBT qui consiste dans la lutte pour la vraie égalité pour tous, pour le socialisme qui peut assurer cette égalité, pour le socialisme qui peut assurer cette égalité et pour la révolution qui peut mener au socialisme. C'est une tradition dont je suis fier. Et je suis fier aussi d'être sur cette scène pour dire que je soutiens la candidature d'Anas Kazib à la présidentielle. C'est une candidature d'un ouvrier à la présidentielle dans un pays qui n'a jamais élu un ouvrier. Vous vous rendez compte? Parce que ce qu'on a en France, ça n'a jamais été une vraie démocratie. Tous les 5 ans, nous les pauvres, nous avons le choix. Qui entre les riches, qui entre les bourgeois va nous appauvrir pour 5 ans de plus? C'est une démocratie pour des bourgeois, c'est donc une démocratie bourgeoise. Et c'est pour ça que je pense que la candidature d'Anas, qui bosse, qui travaille vraiment, c'est un travailleur, qui sait ce que c'est d'avoir des fins de mois difficiles, qui sait ce que c'est que la lutte pour améliorer les conditions de travail, elle est extrêmement importante. Dans un pays où les riches qui ne travaillent pas ne cessent de nous dire qu'on ne travaille pas assez, bien sûr qu'elle est importante. Mais je ne soutiens pas que Anas Kazib. Il faut qu'on cesse le mythe qu'une seule personne elle peut changer des choses. Moi, je soutiens le mouvement derrière. Je soutiens le parti des travailleurs, des étudiants, des militants que je vois constamment sur le terrain, dans les manifs et sur les piquets de grève. Parce que c'est collectivement qu'on a le potentiel de changer des choses dans un pays qui a urgemment besoin d'être changé. C'est collectivement qu'on est capable de construire des organisations révolutionnaires qui peuvent affronter le capitalisme, le racisme, l'homophobie et la transphobie. J'ai 2 questions à vous poser avant de finir mon intervention. Vous me répondez oui ou non. Est-ce que vous êtes prêts à vous battre contre la classe capitaliste? La deuxième question c'est, est-ce que vous êtes là?